En grandissant, je me suis toujours senti comme un intrus dans ma propre famille. C'était un poids silencieux et constant sur mes épaules, comme si j'étais entré dans une histoire où mon rôle était déjà écrit. Ma sœur aînée, Jessica, et mon frère, Alex, étaient pratiquement adorés par nos parents. Il n'y avait aucun moyen de le cacher, j'étais la troisième roue dans une famille d'enfants d'or. Jessica était la fille parfaite, celle qui remplissait toutes les cases de la liste de la fille idéale. Elle était belle, intelligente et tellement charismatique qu'il était difficile de ne pas être attiré par son orbite. Elle avait le don de faire sentir à tous ceux qui l'entouraient qu'elle leur faisait une faveur simplement en étant là, et mes parents étaient tombés sous son charme. Elle a traversé l'école avec aisance, rapportant à la maison une montagne de prix, et chaque petite réussite était célébrée comme s'il s'agissait d'un prix Nobel. Les dîners de famille étaient pour la plupart un résumé des meilleurs moments de Jessica, et je m'y étais tellement habitué que je me déconnectais mentalement, regardant la purée de pommes de terre dans mon assiette. Puis il y avait Alex, le génie, l'enfant prodige, l'avenir de la famille, comme aimaient l'appeler mes parents. Il lui avait ouvert un compte d'épargne pour l'université alors qu'il avait à peine quitté les couches. De plus, il pouvait aller dans les meilleures écoles, rejoindre les meilleurs clubs et avoir le meilleur de tout. Je les entendais chuchoter à propos de son potentiel et de la façon dont il ne pouvait pas le gaspiller, et moi, j'étais assis là, invisible. Il n'a jamais eu à se soucier de l'argent, ils se sont assurés qu'il soit bien soigné, même lorsqu'il a décidé d'étudier une matière obscure qui l'a amené à voyager à travers l'Europe pour des expériences éducatives. Mes parents signaient les chèques sans scier. Une fois, lorsque j'ai demandé si je pouvais aller à une excursion scolaire, ils m'ont dit de trouver un travail à mi-temps si je le voulais vraiment. Cela m'a fait mal, et avec le temps, je m'y suis habitué. J'étais là, mais pas vraiment, si cela a un sens. Ils n'étaient pas cruels avec moi. J'avais de la nourriture, des vêtements, un toit au-dessus de ma tête. Mais l'amour, la véritable attention, c'était rare. J'ai pensé que je pourrais peut-être gagner ma place si je faisais suffisamment d'efforts. Je me suis consacré à mes études, essayant de surpasser même Alex, même si je savais que c'était une cause perdue. Il avait l'intelligence et Jessica le charme. Moi, je n'étais que Tom. Le Tom ordinaire et banal. Le lycée a été un rappel brutal de ce déséquilibre. À chaque réunion parents-professeurs, mes parents se présentaient pour Alex et Jessica. Cependant, lorsqu'il s'agissait de moi, ils oubliaient parfois les dates. Une fois, j'ai entendu ma mère dire à une amie qu'elle ne pouvait tout simplement pas assister à tout avec autant d'enfants. Et c'est ainsi que je me sentais, comme l'enfant supplémentaire que personne n'attendait ni ne planifiait. L'université a été un coup dur. Lorsqu'est venu le tour de Jessica, ils ont financé tout, les frais de scolarité, les livres, même son loyer pour qu'elle puisse vivre près du campus sans avoir à travailler. Elle s'est concentrée sur ses cours, a obtenu un stage et a obtenu son diplôme avec mention. Lorsqu'Alex a suivi, ils ont soutenu ses programmes internationaux, ont payé des tuteurs privés et ont même couvert son voyage à une élégante conférence en Suisse. Il a obtenu son diplôme sans dette, armé du meilleur départ dans la vie. Mais lorsqu'il s'est agi de moi, la règle a soudainement changé. Je n'oublierai jamais le jour où je leur ai demandé s'ils avaient économisé quelque chose pour moi. Mon père m'a regardé dans les yeux et a dit, « Nous avons déjà beaucoup dépensé pour tes frères et sœurs. Tu devras trouver une autre solution. » Ils ont un peu aidé, mais rien de comparable à ce qu'ils avaient fait pour Jessica et Alex. J'ai fini par travailler à 2 emplois tout en étudiant, juste pour suivre les frais de scolarité. Je passais des nuits entières à travailler dans un restaurant 24 heures sur 24 et j'arrivais à peine en cours le lendemain matin. C'était injuste, mais à un moment donné, j'ai cessé de lutter. C'était comme si j'avais développé un cal sur la douleur. Les choses ne se sont aggravées que lorsque Jessica s'est mariée. Le mariage était tiré d'un film, un événement de conte de fées dans lequel ils ont dû investir des milliers d'euros. Ils ont tout couvert, le lieu, le traiteur, la décoration. Je me souviens être assis au dernier rang, me sentant comme un invité à l'événement familial d'une autre personne. La journée ne consistait pas à ce que la famille célèbre ensemble, il s'agissait de montrer la vie parfaite de Jessica. Après la cérémonie, ma mère m'a trouvé à rôder près de la table des desserts et m'a dit de socialiser davantage, comme si j'étais un étranger mal à l'aise qui avait besoin de faire meilleure impression. Lorsque ce fut le tour d'Alex de se marier, ils ont de nouveau tout fait pour réussir. Il a eu un mariage dans une destination touristique et ils ont fait venir tout le monde en avion, couvrant les séjours à l'hôtel et même une visite touristique pour les invités. Et lorsque je leur ai dit que je ne pouvais pas payer le billet d'avion, ma mère m'a regardé, presque agacée,
et a dit, « Tom, parfois, tu dois te sacrifier un peu pour la famille. » J'ai avalé l'amertume et j'ai rassemblé tout ce que je pouvais pour y arriver. Comme si cela ne suffisait pas, ils mentionnaient occasionnellement combien ils avaient dépensé pour les mariages de Jessica et Alex, insinuant presque que je ne devais pas m'attendre à la même chose. Et ils avaient raison. Lorsque je me suis finalement fiancé, il n'y a eu aucune offre d'aide. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais besoin d'aide pour les dépenses ou si j'avais même choisi un lieu. Lorsque je l'ai finalement mentionné, ma mère a haussé les épaules et a dit, « Bon, maintenant tu es un adulte, Tom. Nous avons fait ce que nous pouvions. » Même maintenant, lorsque j'essaie de mentionner ces souvenirs, de parler de l'exclusion que j'ai ressentie, ils les ignorent, disant que j'exagère ou que je fais une mauvaise interprétation. Ma mère m'a dit un jour que j'étais trop sensible et que je devais être reconnaissant pour ce que j'avais. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir que je n'étais qu'une note de bas de page dans leur grande histoire d'élever Jessica et Alex. Il est difficile d'admettre cela à haute voix, mais une partie de moi se demande si je ferai jamais vraiment partie de la famille, ou si je serai toujours le supplément, celui qu'ils n'avaient pas planifié et avec lequel ils ne savaient pas quoi faire. J'ai entendu des gens dire que la famille est pour toujours, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour moi. La famille ne devrait pas vous faire sentir invisible. Depuis que je me souviens, les dîners de famille étaient la même routine. Mes parents parlaient des dernières réussites de Jessica et Alex, chaque histoire plus extravagante que la précédente. Tous les dimanches, nous nous réunissions autour de la table et mon rôle était simplement d'hocher la tête, à peine reconnu, comme si mon travail était de les encourager et d'applaudir aux moments opportuns. Une soirée en particulier se démarque dans ma mémoire. C'était une de ces soirées où je me suis senti particulièrement invisible, mijotant dans un ressentiment silencieux. Jessica venait d'obtenir une importante promotion, un mouvement qui la transformait pratiquement en vice-présidente dans son domaine, comme l'a expliqué ma mère avec fierté. Elle a détaillé chaque détail, du nouveau bureau de Jessica au régime d'avantages sociaux, ajoutant même qu'elle aurait le choix d'une voiture de fonction. Et Alex ? Il avait été invité à faire une présentation lors d'une conférence exclusive sur la côte ouest, sa 3e fois cette année. C'était un flot incessant d'éloges, et mes parents souriaient comme s'ils regardaient un film sur leur propre rêve devenu réalité. Comme toujours, ils agissaient comme s'il n'y avait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. J'étais là, mais seulement au sens le plus technique. Assis là, je me sentais comme un spectateur dans ma propre vie. Ils ne demandaient rien sur mon travail, ma vie, mes projets. Jamais. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces années de ressentiment et de sentiment d'être ignoré ont débordé, et je n'ai plus pu le contenir. Vous savez, ai-je dit, luttant pour garder la voix ferme, ce serait bien que vous vous souciez vraiment de ce qui se passe dans ma vie aussi. La pièce est tombée silencieuse. Mon père s'est figé la fourchette à mi-chemin de sa bouche, et Jessica a levé un sourcil, comme si j'avais soudainement parlé une langue étrangère. Le sourire de ma mère s'est estompé, remplacé par ce regard exaspéré qu'elle affichait lorsqu'elle pensait que j'étais difficile. « Tom, ne commence pas avec ça », a dit ma mère, faisant un geste de dédain de la main. « Ce soir, c'est pour Jessica et Alex. Ils ont travaillé dur et nous sommes fiers d'eux. » Ces paroles m'ont fait mal, mais je n'ai pas pu revenir en arrière. Mais c'est tous les soirs, non. Chaque dîner, chaque conversation. Tout tourne autour d'eux. Savez-vous même ce que je fais pour gagner ma vie? Vous en souciez-vous même? Je les ai vus échanger des regards gênés, comme s'ils essayaient de déchiffrer ce que je disais vraiment. Jessica m'a regardé avec un mélange de pitié et d'impatience, et Alex ne m'a même pas regardé dans les yeux. C'était comme s'ils avaient déjà décidé qui j'étais et ce que je méritais. « Tom, ce n'est pas juste », a finalement dit mon père, posant sa fourchette. « Nous t'avons toujours soutenu. » Soutenu, ai-je ri, amer et blessé. Tu veux dire quand tu m'as dit de régler l'université par moi-même? Ou quand tu as agi comme si c'était de ma faute de ne pas pouvoir prendre l'avion pour le mariage d'Alex? Vous leur avez tout donné, mais pour moi, c'est comme si j'étais juste, là. Le visage de ma mère s'est durci et sa voix est devenue glaciale. Ça suffit, Tom. Nous avons fait de notre mieux. Peut-être que si tu n'étais pas tellement concentré à te comparer aux autres, tu apprécierais ce que tu as. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de gagner. Peu importait ce que je disais, peu importait la clarté avec laquelle je l'exprimais, ils ne le verraient pas. Ils avaient leur version des faits, et dans cette version, j'étais l'ingrat. Jessica est intervenue, comme si elle ne pouvait supporter l'idée de ne pas être le centre d'attention, même dans cette discussion.
Honnêtement, Tom, a-t-elle dit, sur un ton condescendant, tu as besoin de mûrir. Papa et maman ont tellement fait pour nous. Peut-être que tu ne te rends tout simplement pas compte de la chance que tu as. Chance, ai-je répondu. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de se sentir invisible, de devoir se battre pour les restes tandis qu'à vous deux, on vous donne tout sur un plateau d'argent. Vous deux agissez comme si je ne faisais même pas partie de cette famille, et ils l'acceptent tout simplement. Le visage de mon père était rouge, non de honte, mais de colère. Assez, Tom. Si tu es aussi malheureux, peut-être devrais-tu réfléchir à ce que tu apportes à cette famille. Nous sommes fiers de Jessica et d'Alex parce qu'ils se construisent une vie. Ils l'ont mérité. Ces mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. Tout ce que je voulais, c'était une once de reconnaissance, un signe que j'avais aussi de l'importance pour eux. Mais à leurs yeux, j'étais une nuisance, un fils qui, d'une manière ou d'une autre, ne le méritait pas. Ils n'écoutaient pas. Ils se défendaient, leur choix, leur image dorée de notre famille. Et j'ai senti que j'étouffais sous le poids de tout cela. Incapable de le supporter plus longtemps, j'ai repoussé ma chaise, le son grinçant douloureusement contre le sol. Vous savez quoi? Je n'essaierai plus de faire partie de cette famille quand il est clair que je ne le serai jamais. Profitez de vos enfants parfaits. Et avec ça, je suis parti. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je ne pouvais plus être là, assis dans cette pièce où je n'étais qu'une ombre dans l'éclat de leurs enfants préférés. Après cette soirée, les choses ne se sont qu'aggravées. Mes parents ont clairement fait savoir que mon coup de sang avait franchi une ligne. J'ai pensé qu'ils se rapprocheraient, qu'ils essaieraient de comprendre d'où je venais, qu'ils essaieraient peut-être de voir les choses de mon point de vue. Mais au lieu de cela, ils se sont serrés les coudes. Jessica et Alex me parlaient à peine, agissant comme si j'avais commis un crime impardonnable. C'était comme si j'avais brisé l'illusion de la famille parfaite, et maintenant, ils devaient me sortir de la scène pour la maintenir intacte. J'ai essayé, pendant un temps, de laisser passer, de surmonter la dispute, de faire semblant que les choses étaient normales. Mais la douleur et le ressentiment continuaient à suinter. Les réunions de famille sont devenues insupportables, chacune étant un rappel de leur peu d'intérêt pour moi. Ils parlaient des projets de mariage de Jessica, du nouveau travail d'Alex, et j'étais assis là, en silence, me sentant comme un étranger à ma propre table familiale. Un jour, j'ai décidé de les confronter à nouveau, dans l'espoir qu'ils rentreraient peut-être en raison, que peut-être mon absence de leur vie aurait adouci leur position. Je leur ai demandé de se retrouver dans un café, loin de la maison, où j'ai pensé que nous pourrions parler comme des adultes, sans que la dynamique familiale ne trouble tout. Lorsqu'ils sont arrivés, ils m'ont regardé avec le même regard de déception, comme si ma seule présence était un fardeau. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à essayer d'expliquer comment je m'étais senti pendant des années, combien cela me faisait mal d'être ignoré, d'être traité comme une réflexion après coup. Mais ils ne voulaient pas l'entendre. Ma mère m'a interrompu, en disant que je rabaissais la famille avec mes plaintes égoïstes. Mon père était assis là, les bras croisés, regardant son café, refusant de participer. Jessica n'était pas là, et Alex, je l'ai appris plus tard, avait choisi de ne pas venir parce qu'il ne voulait pas gérer le drame. À ce moment-là, je me suis rendu compte de la profondeur de la faille. Non seulement ils ignoraient ma douleur, ils la niaient catégoriquement, refusant de reconnaître qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Pour eux, j'étais le problème, le fils ingrat qui n'appréciait pas ce qu'ils lui avaient donné. Je suis sorti de ce café en me sentant plus seul que jamais dans ma vie. Ils ne se souciaient pas de moi. Vraiment pas. Pour eux, j'étais une ombre, un fantôme, quelque chose qu'ils pouvaient ignorer sans y penser à deux fois. Après cette réunion désastreuse au café, quelque chose a changé en moi. C'était comme si un lourd rideau s'était enfin levé. Pour la première fois, j'ai cessé d'espérer que les choses s'amélioreraient avec ma famille. Ils n'allaient pas se réveiller un jour et me voir soudainement. Ils avaient leur version de l'histoire, et dans celle-ci, je n'étais qu'un personnage secondaire, voire pas du tout. J'ai donc fait la seule chose qui avait du sens, je me suis éloigné. La décision n'a pas été facile. S'éloigner de sa famille n'est pas quelque chose que l'on fait sur un coup de tête, même si on vous a fait sentir invisible toute votre vie. Mais je savais que je devais créer quelque chose qui m'appartienne, quelque chose qu'il ne pourrait pas ignorer, quelque chose qui pourrait se suffire à lui-même, qu'il le reconnaisse ou non. J'ai commencé petit à petit, en acceptant des projets indépendants en conception web. Ce n'était pas glamour, mais j'avais du talent pour ça et j'aimais le contrôle créatif que cela me donnait. Je travaillais depuis mon petit appartement,
passant des nuits entières sans dormir, essayant d'apprendre tout ce que je pouvais sur le métier. Il n'y avait pas de plan de secours, aucun filet de sécurité si les choses tournaient mal, et personne pour me sortir de là. Je savais que je ne pouvais pas gâcher ça. Je devais réussir, ou je reviendrais au point de départ. Les premiers jours ont été difficiles. Je contactais des clients potentiels, envoyais proposition après proposition, pour n'entendre que le silence radio. Des semaines se sont écoulées sans une seule réponse, et j'ai commencé à me demander si je me trompais. Je m'en sortais à peine, faisant des petits boulots pour payer le loyer, n'importe quoi pour garder la lumière allumée en attendant ma grande chance. Puis j'ai rencontré Sam, le fondateur d'une start-up qui cherchait quelqu'un pour reconcevoir son site web avec un budget très serré. Ce n'était pas exactement mon client idéal. Sam était un type difficile à gérer, exigeant et un peu condescendant. Mais j'avais besoin d'argent, alors j'ai accepté le travail. Travailler avec lui a été un cauchemar. Il s'immisçait dans chaque détail, m'appelait à toute heure et faisait des demandes impossibles. Mais j'ai tenu bon, sachant que si je pouvais surmonter cela, je me prouverais que je pouvais gérer n'importe quoi. Une nuit, après une autre série épuisante de révisions, j'étais prêt à démissionner. J'en avais assez des normes impossibles de Sam et de ses critiques constantes. Mais en regardant le code sur mon écran, quelque chose a cliqué. Je me suis rendu compte que c'était exactement ce dont j'avais besoin, faire face au type de défi qui allait me faire ou me briser. J'ai donc continué, terminant le projet exactement selon ses spécifications. Lorsque j'ai finalement remis le produit final, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sam était ravi. Il m'a présenté certains de ses contacts qui cherchaient également des développeurs web. Soudain, j'avais un flux constant de clients et je ne me retrouvais plus dans le besoin. Pour la première fois, j'ai senti que j'arrivais vraiment quelque part. Construire mon entreprise ne consistait pas seulement à gagner de l'argent, il s'agissait de me prouver à moi-même que je n'avais besoin de l'aide de personne, et encore moins de celle de ma famille. Plus je travaillais, plus je ressentais ce sentiment de fierté, de ce genre qui vient de savoir que j'avais gagné chaque once de succès par moi-même. J'ai commencé à me voir différemment, non pas comme le fils du milieu ignoré, mais comme quelqu'un de capable, d'indépendant et de fort. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Megan, une vieille amie de l'université qui s'était lancée dans le marketing. Elle avait entendu parler de mon travail par l'intermédiaire d'une connaissance commune et était curieuse de connaître ma nouvelle entreprise. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café et nous mettre au courant, et j'ai fini par lui raconter tout, le drame familial, les nuits blanches, la lutte pour survivre par moi-même. Megan a écouté sans juger, hochant la tête pensivement pendant que je racontais tout. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tom, tu as fait tout ça tout seul. C'est énorme. Tu te rends compte combien de gens ne peuvent pas dire ça ?» Ces paroles m'ont plus touché que je ne l'espérais. Elle avait raison. Je l'avais fait tout seul, et pour une fois, je me suis permis d'en être fier. Megan et moi avons commencé à collaborer sur des projets. Elle s'occupait du marketing, en attirant des clients, tandis que je me concentrais sur le travail technique et la conception. Ensemble, nous étions imparables. L'entreprise prospérait, et pour la première fois, je ne survivais pas seulement, je progressais. Nous attirions de grands clients, des entreprises qui payaient vraiment bien, et j'ai pu embaucher une petite équipe, des personnes qui croyaient en l'entreprise que j'avais construite, qui voyaient de la valeur dans ce que je créais. Mais le succès a apporté ses propres défis. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, le stress augmentait également. Les soirées tardives devenaient des nuits blanches, et parfois, je dormais à peine. Megan et moi nous disputions sur tout, des délais des projets à la gestion des clients, mais nous arrivions toujours à trouver un terrain d'entente. Elle était devenue non seulement ma partenaire commerciale, mais aussi ma meilleure amie, quelqu'un sur qui je pouvais compter lorsque les choses devenaient difficiles. Juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, j'ai reçu un SMS de ma mère. Elle voulait prendre des nouvelles et m'a demandé si j'aimerais la rencontrer pour déjeuner. Je suis resté à regarder mon téléphone, essayant de traiter le message. Après tout ce qui s'était passé, après qu'il m'ait mis de côté et ait clairement fait savoir que je n'étais pas une priorité, elle voulait maintenant renouer le contact? La curiosité a eu raison de moi. J'ai accepté de la rencontrer, ne serait-ce que pour voir ce qu'elle avait à dire. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, et pendant que je m'asseyais en face d'elle, j'ai pu voir la gêne dans ses yeux. Elle n'était pas habituée à ça, à ce que je sois seul, à réussir d'une manière qui ne la concernait pas, elle, ni mon père. Elle a commencé par des banalités,
en me posant des questions sur mon travail, mon entreprise, des choses qui ne l'avaient jamais intéressée auparavant. J'ai gardé mes réponses brèves, réservées, ne voulant pas la laisser entrer trop facilement. Finalement, elle est allée droit au but. Jessica avait des problèmes. Son mariage était en crise et elle avait des problèmes financiers. Ma mère voulait savoir si je pouvais donner un coup de main, étant donné que je me portais si bien. Je suis resté bouche bée. Après toutes ces années d'abandon, les années où j'ai senti que je n'avais pas d'importance, ils étaient venus me voir, non pas par inquiétude ou intérêt pour ma vie, mais parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. La colère a bouillonné en moi, et pendant un instant, je n'ai même pas pu parler. Ils ne m'avaient pas posé de questions depuis des années, ils ne s'étaient pas approchés lorsque je me débattais, mais maintenant, ils voulaient mon aide. J'ai respiré profondément, en me stabilisant. Maman, ai-je dit lentement, j'ai construit cette entreprise tout seul, sans aucun soutien. Lorsque j'avais besoin d'aide, tu n'étais nulle part. Et maintenant, après tout ce temps, tu viens me voir parce que Jessica a besoin de quelque chose. Elle a essayé de se rétracter, en balbutiant que ce n'était pas le cas, qu'elle espérait seulement renouer le contact. Mais j'ai pu voir la vérité. Il n'avait pas changé. Il me voyait toujours comme le plan B, celui qui ramasserait les morceaux lorsque leur favori s'effondrerait. J'ai secoué la tête, en ramassant mes affaires. Je suis désolé, mais je ne peux pas aider. J'ai trop travaillé dur pour en arriver là, et je ne vais pas me laisser entraîner de nouveau dans ce vieux cycle. J'ai ma propre vie maintenant, et je suis enfin heureux. Je suis sorti de ce café avec une nouvelle sensation de liberté. Je m'étais libéré de leur emprise, de la sensation constante d'être moins que rien. J'avais construit quelque chose qui était à moi, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Et je savais que je n'avais plus besoin de leur approbation. Dans les mois qui ont suivi, l'entreprise a continué à croître. Megan et moi avons agrandi notre équipe, obtenu de nouveaux clients et avons même ouvert un bureau. La vie était belle, et pour la première fois, j'avais l'impression de vivre à mes propres conditions. En regardant en arrière, je me suis rendu compte que m'éloigner de ma famille avait été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cela n'avait pas été facile, et les cicatrices de ces années persistaient encore, mais j'étais plus fort pour autant. J'avais construit une vie dont j'étais fier, une vie que personne ne pouvait m'enlever. Et au final, c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Quelques années se sont écoulées depuis ce déjeuner inconfortable avec ma mère au café. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle ni de mon père depuis, sauf pour la carte de vœux de Noël obligatoire occasionnelle ou un courriel transféré du groupe familial. Ma vie était pleine, occupée, honnêtement, beaucoup plus calme sans eux. L'entreprise que Megan et moi avions construite s'était développée au-delà de ce que j'aurais jamais pu imaginer. Nous étions passés d'une petite équipe de combattants à une agence complète avec de vrais clients, un bureau approprié et des employés qui dépendaient de nous. Le sentiment de fierté que je ressentais était presque étranger à moi, un mélange de confiance et de calme que je n'avais pas connu en grandissant. Puis, un matin, mon téléphone a sonné avec un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je les ignorais, en supposant qu'il s'agissait de Pourriel ou d'un télévendeur. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Et lorsque je l'ai fait, j'ai immédiatement reconnu la voix au bout du fil. C'était mon père. Tom, a-t-il commencé, d'une voix incertaine, comme s'il n'était pas sûr que je me souvienne de qui il était. J'espère ne pas appeler au mauvais moment. Entendre sa voix après tout ce temps était étrange. Cela a ravivé des souvenirs que je croyais avoir enterrés. Mais je suis resté poli, en gardant un ton neutre. Bonjour, papa. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une pause, et j'ai pu sentir son malaise à travers le téléphone. Oui, je sais. Je suis désolé. Nous avons traversé quelques épreuves. Et bon, je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Je me suis préparé, en attendant d'entendre quelque chose à propos de Jessica ou d'Alex, peut-être un autre mariage, ou que l'un d'eux allait avoir un enfant. Mais pendant que mon père continuait, je me suis rendu compte que cet appel concernait quelque chose de complètement différent. Il s'agit de ta mère et de moi, a-t-il dit lentement. Nous, bon, les choses ne vont pas très bien en ce moment. Sur le plan financier, je veux dire. Jessica et Alex ont déménagé, occupés par leur propre vie, tu sais. Et avec les factures médicales qui s'accumulent, nous sommes dans une situation un peu difficile. Une vague d'émotions m'a frappé, l'une après l'autre. Une partie de moi s'est sentie presque vengée,
comme s'il s'agissait d'une justice cosmique pour la façon dont ils m'avaient traité. Une autre partie de moi a ressenti une pointe de culpabilité, une sensation d'obligation qui ne s'était pas complètement estompée malgré tout. Mais surtout, je me suis senti en conflit. Facture médicale, ai-je demandé, en gardant la voix ferme, même si un nœud d'anxiété se formait dans ma poitrine. Oui, a répondu mon père, d'une voix plus douce. Ta mère a eu quelques problèmes de santé. Les médecins lui ont fait beaucoup d'examens, mais cela a été difficile financièrement. L'assurance ne couvre pas tout, tu sais. J'ai respiré profondément, en traitant ce qu'ils me disaient. En grandissant, ils avaient toujours été ceux qui avaient le contrôle, ceux qui prenaient les décisions, ceux qui établissaient les règles. Maintenant, c'était eux qui demandaient de l'aide. Je ne savais pas si je devais ressentir de la colère, de la pitié ou un étrange mélange des deux. Écoute, papa, ai-je dit, d'une voix plus prudente que je ne le voulais, pourquoi tu viens me voir ? Jessica et Alex ont toujours été, disons qu'ils ne venaient pas exactement me chercher pour me demander de l'aide dans le passé. Il est resté silencieux un instant, puis a soupiré profondément. Tom, je sais que nous n'avons pas été justes envers toi. Je m'en rends compte maintenant, nous avons probablement mis beaucoup de choses sur tes épaules qui n'auraient pas dû y être. Et peut-être ne t'avons-nous pas traité comme tu le méritais. Mais Jessica a sa propre famille maintenant, et Alex travaille sur un grand projet à l'étranger. Nous n'avons pas le choix. Ces paroles m'ont plus touché que je ne l'espérais. Il avait l'air vaincu. Mon père, qui avait toujours agi comme s'il avait tout sous contrôle, me suppliait pratiquement. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis resté silencieux, laissant le poids du silence s'installer sur nous. Écoute, a-t-il continué, brisant le silence, je ne te demande pas la charité, Tom. Juste, peut-être un prêt ? Quelque chose pour nous aider à nous remettre sur pied. Nous te le rembourserions dès que possible. Je pouvais sentir le vieux ressentiment ressurgir, des souvenirs d'années passées à sentir qu'il ne se souciait pas de moi, comme si je n'étais qu'un plan B. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer la petite voix dans ma tête qui me rappelait qu'ils restaient mes parents. Ils étaient imparfaits, oui, mais ils m'avaient élevé, même s'ils ne l'avaient pas fait parfaitement. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit, en gardant la voix neutre. J'ai terminé l'appel en ayant l'impression que le sol sous mes pieds avait bougé. Les jours suivants ont été remplis d'une tension inconfortable. Une partie de moi voulait couper les ponts, les laisser affronter leurs propres erreurs. Mais une autre partie de moi, une partie que je ne savais pas qu'elle était encore là, ressentait l'appel de la famille, la sensation persistante que, malgré tout, il restait de ma famille. Finalement, j'ai décidé de m'approcher, mais à mes conditions. J'ai organisé une réunion dans mon bureau, loin de l'environnement familial qui pourrait déclencher de vieilles habitudes. Lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient l'air différents de ce dont je me souvenais. Mon père semblait plus petit d'une certaine manière, les épaules voûtées, et le visage de ma mère était marqué par l'inquiétude, ses yeux fatigués et éteints. Nous nous sommes assis et j'ai été direct. Je vais vous aider, ai-je dit, en observant leurs visages attentivement. Le soulagement a envahi le visage de ma mère et les épaules de mon père se sont relâchées visiblement. Mais j'ai continué, en levant une main. Il y a des conditions. Le visage de mon père s'est tendu, mais il a hoché la tête. Tout ce que tu veux, Tom. Premièrement, ai-je dit d'une voix ferme, ce n'est pas une aumône. C'est un prêt, comme tu l'as dit. Je couvrirai vos besoins immédiats, mais je veux par écrit que vous me le rembourserez lorsque vous le pourrez. Ils ont acquiescé, se regardant l'un l'autre, clairement mal à l'aise. Je savais que c'était humiliant pour eux, mais je m'en fichais. Je voulais qu'ils comprennent que les choses avaient changé. Je n'étais plus le fils abandonné, j'étais quelqu'un qu'ils devaient prendre au sérieux. Deuxièmement, ai-je ajouté, je veux une transparence totale sur vos finances. Je ne vais pas jeter l'argent et espérer le meilleur. Si je dois aider, j'ai besoin de savoir exactement où va l'argent. Ils ont hésité, mais ont finalement accepté. Il était clair qu'ils n'étaient pas ravis de mes conditions, mais ils n'avaient pas le choix. Ils avaient besoin de moi, et pour une fois, la dynamique du pouvoir était entre mes mains. Après avoir finalisé les détails, je leur ai remis un chèque, couvrant les factures les plus urgentes. Lorsqu'ils sont sortis de mon bureau, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, soulagement, tristesse et, étonnamment, une sensation de clôture. J'avais fait ce que je devais faire et je ne leur devais plus rien. Les semaines suivantes ont été tendues, mais gérables. Ils m'ont envoyé des mises à jour sur leurs finances et, lentement,
j'ai vu qu'ils commençaient à se stabiliser. Je leur ai même rendu visite quelques fois, chaque visite étant moins tendue que la précédente. Il était clair qu'ils avaient enfin fini par me voir sous un nouveau jour, non pas comme le fils ignoré, mais comme quelqu'un qui s'était construit une vie à ses propres conditions. Un jour, ma mère m'a pris à part après le dîner. « Tom, a-t-elle dit, d'une voix douce, je sais que nous n'avons pas été les parents que tu méritais. Et je sais que, bon, nous t'avons blessé de manières qui ne peuvent être réparées. Mais je veux que tu saches que nous sommes fiers de toi. Vraiment. » Ces paroles m'ont pris de court et pendant un moment, je n'ai pas su comment répondre. Mais ensuite, j'ai hoché la tête, sentant un poids se lever de mes épaules. « D'accord, maman, ai-je dit. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que peut-être, juste peut-être, je le pensais vraiment. C'était étrange comment la vie s'était déroulée. Me voilà, assis dans mon bureau, regardant la dernière mise à jour de mes parents sur leurs finances. Et pour la première fois depuis des années, je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse, ni même satisfaction. Juste rien. C'était comme si mon cœur s'était finalement endormi du cycle interminable de tension et de ressentiment familial. Et dans ce silence, une vérité a résonné en moi, je ne leur devais rien. Je me suis détendu dans ma chaise, en me frottant les tempes, sentant le poids des dernières semaines sur moi. J'avais fait plus qu'assez pour les aider. Je leur avais donné de l'argent, du temps et, surtout, une autre chance. Mais peu importe ce que je donnais, cela ne semblait jamais suffire. Ils avaient toujours besoin de plus de compréhension, plus de patience, plus de moi. Et j'étais fatigué. Tellement fatigué de donner. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais pas le besoin immédiat de réparer les choses, d'être le responsable, d'être la personne vers qui ils se tournaient lorsque les choses s'effondraient. Et au fur et à mesure que cette compréhension s'installait, j'ai senti quelque chose d'autre se faire sentir, une sensation de soulagement. Je n'étais pas obligé de continuer. Je pouvais partir si je le voulais, et il devrait se débrouiller seul. Après toutes ces années à être ignoré, négligé et tenu pour acquis, j'avais enfin le pouvoir de dire non. Je suis resté assis là longtemps, laissant l'idée s'installer. C'était libérateur et, pourtant, en même temps, cela m'effrayait. Je n'avais pas l'habitude de me mettre moi-même en premier. Pendant si longtemps, j'avais essayé de gagner leur approbation, de prouver que je valais quelque chose. Et maintenant que j'avais enfin l'occasion de me libérer de ce besoin, je ne savais pas quoi faire. Juste à ce moment-là, Megan est entrée, me sortant de mes pensées. Elle m'a regardé et a levé un sourcil, avec son mélange habituel de sarcasme et d'empathie dans son regard. Megan avait été mon roc pendant toute cette épreuve. C'était elle qui écoutait mes diatribes nocturnes, celle qui me rappelait ma valeur lorsque l'indifférence de mes parents menaçait de me faire sombrer. Et à ce moment-là, je me suis senti reconnaissant de sa présence dans ma vie, de la force stabilisatrice qu'elle était devenue. « Tu as l'air d'avoir été renversé par un camion », a-t-elle dit, en s'effondrant sur la chaise en face de moi. « C'est ce que je ressens », ai-je murmuré, en poussant le papier sur le bureau vers elle. La dernière mise à jour des parents. Elle l'a parcouru rapidement, son expression impénétrable. « Alors, quel est le plan ? Tu vas les sauver à nouveau. » J'ai haussé les épaules, sans la regarder dans les yeux. Je ne sais pas. Une partie de moi sent que je devrais, comme si je le devais. Mais une autre partie, je ne sais tout simplement pas s'il me reste de l'énergie, Meg. Elle a hoché la tête, en se penchant en arrière dans sa chaise. Tu as fait plus qu'assez, Tom. Tu as fait plus que ce que quiconque pourrait attendre. Ils n'étaient pas là pour toi lorsque tu avais besoin d'eux, alors pourquoi devrais-tu te sentir obligé d'être là pour eux maintenant ? Ces paroles ont touché un nerf et j'ai ressenti une pointe de culpabilité mêlée à un éclair de satisfaction. C'était vrai. J'avais passé une grande partie de ma vie à essayer de me prouver moi-même à des gens qui ne semblaient pas s'en soucier. Et maintenant, alors que j'avais enfin l'occasion de m'éloigner, j'avais l'impression de trahir un code tacite de loyauté. Je suppose que je ne sais pas, ai-je dit, luttant pour trouver les mots justes. Une partie de moi veut qu'ils voient que je n'ai pas besoin d'eux, que je vais mieux sans leur approbation. Mais une autre partie, je ne sais pas si je suis prêt à laisser tomber ce besoin. Megan a tendu la main au-dessus du bureau, me donnant une pression réconfortante. Écoute, Tom, tu ne leur dois rien. Tu as construit quelque chose d'incroyable, quelque chose auquel ils n'ont pas participé. Tu leur as donné de deuxièmes chances, mais ils doivent vouloir changer. S'ils ne le font pas, c'est de leur faute, pas de la tienne.
Ces paroles sont restées suspendues dans l'air, pénétrant les espaces que des années de ressentiment et de culpabilité avaient creusés. Et autant que je voulais la croire, une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir que peut-être, juste peut-être, mes parents me verraient enfin pour qui j'étais. Mais au fond, je savais que ce n'était pas probable. Les gens ne changent pas du jour au lendemain, et mes parents, bon, ils étaient ancrés dans leurs habitudes. J'ai décidé de ne pas leur donner de réponse immédiate. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour savoir ce que je voulais vraiment, pas ce qu'ils attendaient de moi. Je leur ai donc envoyé un bref message disant que j'avais besoin de temps pour tout traiter. Ce n'était pas un mensonge, j'avais vraiment besoin de temps. Mais plus que ça, je voulais voir s'ils respecteraient mes limites pour une fois, s'ils me laisseraient avoir cet espace sans me faire pression pour obtenir plus. Les jours sont devenus des semaines et, pour la première fois depuis des années, mon téléphone est resté merveilleusement silencieux. Pas d'appels désespérés, pas de messages remplis de culpabilité. Juste le silence. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Pendant ce temps, je me suis consacré à mon travail, en me concentrant sur les projets et les clients qui étaient devenus ma bouée de sauvetage. Megan et moi avons relevé de nouveaux défis, portant l'entreprise à de nouveaux sommets. Nous avons obtenu un contrat important avec une marque nationale, et la satisfaction de ce succès a été plus douce que je ne l'aurais jamais imaginé. Pour une fois, je vivais ma vie à mes propres conditions, libéré du poids des attentes de ma famille. Mais juste au moment où je pensais avoir enfin échappé au cycle, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Sa voix était différente, plus douce, presque hésitante. Et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude. « Tom, a-t-elle commencé ?» d'une voix tremblante, « je sais que je n'ai pas été la mère dont tu avais besoin. Et je sais que, bon, nous t'avons blessé de manières qui ne peuvent être réparées. Mais je veux que tu saches que nous sommes fiers de toi. Vraiment. » Ces paroles m'ont pris de court et je n'ai pas su comment répondre. Pendant si longtemps, j'avais aspiré à cette validation, à cette reconnaissance que je valais quelque chose. Mais maintenant que je l'avais, cela semblait vide, presque comme une réflexion après coup. « Merci, maman, ai-je dit, d'une voix prudente. Je l'apprécie. » Il y a eu une longue pause, puis elle a continué, sur un ton plus urgent. « Tom, nous avons vraiment besoin de ton aide. Je sais que nous n'avons pas été là pour toi, mais s'il te plaît, ne nous tourne pas le dos maintenant. » J'ai fermé les yeux, sentant le poids de ces paroles sur moi. Une partie de moi voulait céder, leur donner ce qu'ils voulaient, juste pour en finir avec la tension. Mais une autre partie de moi, celle qui avait tant lutté pour se construire une vie propre, a résisté. « Je vais y réfléchir », ai-je finalement dit, d'une voix ferme. Et avec ça, j'ai terminé l'appel, en ressentant un étrange mélange de soulagement et d'épuisement. Je n'étais pas obligé de prendre une décision immédiatement. Pour une fois, je pouvais prendre mon temps, réfléchir aux choses et faire ce qui était le mieux pour moi. Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvé à réfléchir à tout ce qui m'avait mené à ce point, les années où je me suis senti invisible, le besoin constant d'approbation, le ressentiment qui s'était accumulé avec le temps. Tout était toujours là, enfoui sous des couches d'un nouveau succès et d'une nouvelle indépendance. Mais maintenant, j'avais le choix. Je pouvais laisser cela me consumer, ou je pouvais laisser tomber. Finalement, j'ai choisi d'attendre. Je ne leur ai pas donné de réponse, et pour la première fois, je me suis senti bien avec ça. Je m'étais enfin libéré du besoin de plaire, du besoin d'être quelqu'un que je n'étais pas seulement pour gagner leur amour. Et dans cette liberté, j'ai trouvé la paix que je cherchais depuis toute ma vie.